Bonjour et bienvenue sur mes conseils santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos dents et de votre santé. C'est une conférence que je donne régulièrement, donc je vais vous en donner un petit résumé. Alors, il faut savoir que l'utilisation du mercure mélangé à d'autres métaux a débuté en Angleterre vers 1819. Ensuite, un Français, dentiste français, Auguste Travaux, a commencé à utiliser ces plombages au mercure vers 1826. En 1835, deux entrepreneurs, sans formation professionnelle à la dentisterie, ont commencé à exporter les amalgames au mercure aux États-Unis. Et ils ont fait un très bon boulot à les promouvoir. Alors les dentistes de l'époque étaient furieux. Et puisqu'ils étaient furieux, ils ont considéré que l'utilisation de ces amalgames au mercure constituait une faute grave professionnelle. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui toujours l'American Society of Dental Surgeons, ASDS. Alors malgré le fait qu'ils étaient furieux, beaucoup de dentistes ont continué à utiliser ces amalgames au mercure, parce qu'ils étaient beaucoup moins chers que les amalgames alors, et qu'ils étaient aussi très faciles à utiliser, très faciles à mouler dans les dents. Donc il y a eu une scission entre deux groupes de dentistes. Un groupe de dentistes, on va dire classiques, qui refusaient de poser des amalgames au mercure, et puis un autre groupe de dentistes qui s'est formé sous le nom de l'American Dentist Association, ADA. Au jour d'aujourd'hui, cette ADA maintient que les amalgames au mercure sont des choses sûres et qui n'ont pas d'effet toxique sur la santé. Alors pourquoi est-ce que ceci est maintenu donc depuis les années 1800, puisque là on est en 1859 quand l'American Dentist Association a été créée? Pourquoi? Eh bien la première chose, c'est que les effets nocifs de ces amalgames au mercure, on ne les a pas étudiés sur du long terme, ils n'ont pas été identifiés. Les amalgames au mercure étant des choses qui étaient supposées être très stables, on ne s'est pas posé la question de savoir ce que ça pouvait faire au bout de 20 ans, 30 ans ou 40 ans en bouche. Il y a une autre raison pour laquelle ça n'a pas été identifié, c'est que à l'époque, enfin avant même que tout cela soit très commun, dans les années 1920 et 1930, les Allemands, les dentistes allemands, ont signalé la toxicité du mercure dans la bouche. Le problème, c'est que dans les années 20 et dans les années 30, le sentiment anti-allemand était croissant. Et donc, de nombreux dentistes ont rejeté l'idée qui venait des Allemands. Donc ça, c'est un petit peu d'histoire pour vous montrer quand même que dès le départ, le problème du mercure n'était pas si innocent que ça, et beaucoup de dentistes se posaient la question de son bien fondé, de son bien valoir. Maintenant que l'on sait que le mercure est toxique pour l'être humain, voyons comment il s'infiltre dans le corps. Une fois que vous avez des amalgames posés en bouche. Alors le premier endroit où ça va s'infiltrer, ce sont les poumons. 80% du mercure qui est libéré par les amalgames est absorbé par les poumons. Et il va se diffuser ensuite dans le corps, dans toutes les cellules, à travers le sang. Et cela provoque une suffocation cellulaire qui empêche les cellules de se réparer et se détoxifier. On absorbe aussi le mercure par le nez, les vapeurs de mercure provenant des amalgames, et elles vont directement par le nerf olfactif dans le cerveau et dans la moelle épinière. On l'absorbe par la salive. La salive contient des minéraux, du sodium, du chlore, du potassium et des bicarbonates. Et ces minéraux, petit à petit, corrodent le mercure. Elles l'affectent, elles l'oxydent. Cela a été documenté en 1878.
par un dentiste américain qui s'appelle le docteur Schaas. Donc c'est pas nouveau. Excusez-moi. Une fois que le mercure a été absorbé, eh bien, par la salive, il va aller dans la bouche, dans l'œsophage, l'estomac et dans l'intestin. Le mercure est absorbé aussi par le cerveau, à travers le nerf trijumeau et par les veines crâniennes. Et le mercure a tendance à se déposer plus particulièrement dans la glande pituitaire et hypothalamus. Des autopsies ont montré que les glandes hypothalamus et pituitaire avaient 20 fois plus de mercure que leurs tissus voisins. Le mercure est absorbé par les reins. Une étude chez les animaux a montré une réduction de 60% de la fonction rénale dans les 60 jours qui ont suivi la pose d'amalgame dentaire. Sans effet clinique, on ne savait pas ce qui se passait. Il faut savoir aussi que le mercure est transféré par la mère au fœtus pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Alors vous voyez que le mercure donc est absorbé de différentes manières et pénètre dans le corps. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a comme effet sur le corps? Eh bien le problème c'est que ça a beaucoup d'effets. Le mercure a des affinités particulières avec le cerveau, le système nerveux, les reins, le foie, système digestif, les glandes surrénales, les poumons. Une faible quantité de mercure empêche la réparation des tissus nerveux et provoque la formation d'enchevêtrements que l'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Le mercure entre dans le cerveau à cause de la défection de la barrière hémato-encéphalique. L'hypothalamus et l'hypophyse, donc la pituitaire, sont beaucoup moins protégés par la barrière hémato-encéphalique que les glandes voisines et les tissus cérébraux voisins. On a retrouvé par exemple un taux très élevé de mercure dans la glande pituitaire des dentistes. Il faut bien savoir qu'ils sont les premiers à être exposés à ces métaux lourds. Et un dentiste que j'avais aux États-Unis qui a enlevé mes amalgames m'a dit qu'il arrêtait de le faire parce que ça le rendait malade, ce que je veux bien croire. Quels vont être les symptômes quand vous avez un problème d'intoxication aux métaux lourds? Et je parle de métaux lourds en général. Eh bien, les symptômes sont divers et variés. Ça peut être tout simplement une irritabilité, une instabilité émotionnelle, de la dépression, de la timidité, de la fatigue, de l'anxiété, un manque de concentration, des maux de tête, de la faiblesse, de la somnolence ou même de l'insomnie. Ça peut être des hallucinations, des pertes de mémoire et de la détérioration intellectuelle. Le mercure affecte les neurotransmetteurs et puis il affecte aussi beaucoup le système digestif. Donc ça peut être des ballonnements, des gaz, de la constipation, de la colite, ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, ou des diarrhées. Ça peut affecter le système de la peau avec des allergies, des eczémas. Ça peut affecter les cheveux avec perte des cheveux. Ça va affecter la thyroïde, très souvent c'est le cas, créant de l'hypothyroïdie. Ça contribue aux problèmes hormonaux et à l'infertilité. Les allergies, l'asthme, le vieillissement prématuré, les tremblements, les troubles d'urination, les toux persistantes, les règles douloureuses. J'en nomme quelques-unes, mais ça va bien plus loin que ça. Tout ce qui est niveau cérébral, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, les maladies cardiovasculaires, les infertilités, les fausses couches, les scléroses en plaques, etc., etc. Le docteur Dietrich Klinghardt, qui est reconnu comme l'un des médecins les plus, alors médecins alternatifs bien sûr, mais les plus érudits en ce qui concerne la toxicité aux métaux lourds, dit « Le mercure étouffe la respiration cellulaire. Le système immunitaire encourage le développement des champignons
et des bactéries afin de chélater les métaux toxiques. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que les gens qui souffrent de candidose chronique, d'affections bactériales chroniques, comme on le voit souvent en médecine fonctionnelle, donc ce sont des infections froides. Ces infections froides sont là parce qu'il y a des métaux lourds et le corps s'arrange en fait. Le corps essaie toujours de s'adapter et il favorise les candidoses, les bactéries, voire même les parasites, afin de supprimer, de chélater quelques métaux lourds. Donc c'est un phénomène d'adaptation. Le mercure en bouche va aussi contribuer à des récessions des gencives et des inflammations des gencives, donc de la parodontose. Alors, il y a d'autres formes de mercure, bien sûr, à part ce qui se passe en bouche avec les amalgames. On a un problème avec les thermomètres, le mercurochrome. Moi, on a utilisé du mercurochrome sur une brûlure quand j'étais petite. Et puis bien sûr l'industrie avec la fabrication des piles, des fongicides, des insecticides, la production de miroirs, des peintures, les fabrications de papier, la photographie. Toutes ces industries-là utilisent le mercure. Et puis on a le problème des poissons, puisque les océans sont pollués. Alors plus le poisson est gros, plus il va absorber de mercure, donc il faut éviter les gros poissons tels que le thon, l'espadon, les requins. Et l'OMS a dit en 1991 que la quantité moyenne de mercure provenant de poissons était de 2,34 microgrammes. Donc c'est quand même pas énorme, vous allez me dire. En comparaison avec le mercure provenant des amalgames dentaires, qui est de 3 à 17 microgrammes. Alors il est clair, évidemment, comme la plupart des gens, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont eu des amalgames dentaires au mercure dans la bouche, il est évident que c'est, à mon avis, la plus grande source d'infection au mercure. Alors je n'ai pas nommé, mais on peut le mettre aussi, les vaccins. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez des problèmes, des amalgames au mercure dans la bouche, aux métaux lourds? Il faut aller voir un dentiste holistique. Donc il y a un site français qui s'appelle holodent.fr, HOLODENT.fr, pour vous faire retirer ces amalgames, mais de manière vraiment correcte. Il faut faire très attention quand on les enlève pour ne pas vous réinfecter. Donc il y a des procédés à suivre qui sont vraiment très spécifiques. Ensuite, pour vous aider, en attendant de retirer vos amalgames, ou même après pour faire de la chélation naturelle, il faut utiliser de l'huile de coco ou de l'huile de sésame en bain de bouche. Ça tire petit à petit les toxines et les métaux lourds de la bouche. Il faut vous mettre sur un régime tel que le régime GAPS. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rétablir une flore intestinale pour éliminer, chélater naturellement ces métaux lourds. Et il faut aussi renforcer votre système immunitaire, renforcer le système nerveux, renforcer le système nerveux central. Et tout ça, GAPS peut le faire. Je recommande à tout le monde de prendre de l'huile de foie de morue, qui va être bonne pour tout, y compris chélater les métaux lourds. Du quinton isotonique, très très important, parce que quand on a des métaux lourds en quantité, on a un manque de minéraux. Donc vous devez reminéraliser et cela au plus vite. Vous pouvez commencer le quinton tout de suite, même si vous n'avez pas enlevé vos amalgames, parce que le quinton reminéralise et petit à petit va pousser les métaux en dehors des tissus, en dehors des cellules. Prendre des probiotiques et surtout manger des aliments lactofermentés. Vous pouvez aussi prendre de la chlorella qui va petit à petit absorber les métaux parce que c'est un chélateur naturel. Et puis du coenzyme Q10 pour essayer de relancer la fonction de la respiration cellulaire. Maintenant, ce que je vous le dis là, c'est très général. Il ne faut pas attaquer d'un coup comme ça, vous mettre à prendre des probiotiques ou de la chlorella, etc.
sans savoir un petit peu dans quel état votre corps est, hein, faire un bilan de santé avant. Je vous recommande ça. Je ne recommande pas à toutes les personnes de faire un travail sur les métaux tout de suite. Il faut avoir une certaine vitalité pour que le corps puisse les expulser et pour que vous ne soyez pas réinfecté. Et ça, c'est très très important. Donc je pourrais détailler, en parler bien plus longuement dans d'autres podcasts qui suivront. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.